Si on est ici aujourd'hui, c'est à cause de votre femme. Oui. Pourquoi c'est à cause de votre femme? Eh bien, c'est parce que c'est elle qui m'a... La bande dessinée, moi je suis né en 1934, donc la bande dessinée d'avant-guerre, j'étais trop petit. Pendant la guerre, c'était la portion congrue, à part le Téméraire, qui était un journal collaborationniste, il n'y avait pas grand-chose. J'ai découvert la bande dessinée à la Libération dans Cocardi, le journal de Marie-Jacques. Mais surtout à l'époque, c'était pas très bien vu de lire la bande dessinée, donc mes parents m'orientaient plutôt à lire la Bibliothèque verte, donc Jules Verne, Jacques Landon, James Oliver Curwood, Conrad, oui, bien sûr, mais la bande dessinée. Donc voilà, j'avais vu un peu Tintin, mais c'était sur un écran, parce qu'au catéchisme, quand nous avions bien su notre catéchisme, on nous récompensait avec une lanterne magique, le curé nous présenter les aventures de Tintin. Mais bon, voilà. Et alors, il interrompait bien sûr de temps en temps l'affaire, et nous n'avions la suite que à la séance suivante, et à condition d'avoir bien sûr le catéchisme. Donc il y a eu des suspects torrides. Surtout qu'à cette époque, Hergé faisait très attention à ce qui est toujours un suspense au bas de la page, donc ça correspond à la fin d'une bobine. Donc voilà. Donc j'étais resté un petit peu sur cette envie de Tintin que j'avais pas eu en tant qu'album. Et je me promène un jour, jeune marié en Angoulême, mais dans une vitrine d'un libraire, je vois la réédition des Seigneurs du Pharaon, que Hergé avait complètement redessiné, mis en couleur, actualisé. Et en rentrant à la maison, je dis à ma femme, tiens, j'ai vu qu'il y avait les Seigneurs du Pharaon qui avaient été réédités. C'était quelques jours avant mon anniversaire. Et pour blaguer, c'était dans son esprit une plaisanterie, elle m'a offert l'album, la malheureuse. Elle ne savait pas ce qu'elle venait de déclencher. J'ai donc lu cet album avec un regard d'adulte, et j'ai lu ce mélange de texte et d'images, cette forme de langage très spécifique qu'est la bande dessinée. Et ça m'a emballé, et j'ai acheté tous les albums de Tintin, et puis après Spirou, et puis Lucky Luke, et puis voilà, bon, ça y est, l'affaire était démarrée. Donc c'est ça qui m'a donné le goût. Et quand on a, comme ça, comme tous les drogués, on a toujours envie de se partager sa drogue. J'ai donc essayé de faire passer mon amour de la bande dessinée à d'autres. Et j'étais animateur de ciné-club dans une maison de... Ça n'avait rien à voir avec mon boulot, animateur de ciné-club dans une maison des jeunes et de la culture. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des veillées sur la bande dessinée. Donc, pour pouvoir avoir du matériel, j'avais correspondu avec Molly Terny et la revue Phoenix. Ils m'avaient prêté du matériel pour faire l'exposition. Et je me suis aperçu... Et puis moi, j'avais fait quelques montages des photos de pilotes et des histoires parues en pilote, et je me suis aperçu que j'étais pas tout seul à être comme ça un enfant retardé qui aimait la bande dessinée, ça avait plu, et du coup je dis il faut qu'on aille un petit peu plus loin, et sur ces entrefaites je suis devenu conseiller municipal Angoulême pour m'occuper particulièrement de ce qui était jeune et de la culture. Donc j'étais président de la commission des affaires culturelles, et j'ai retrouvé Jean Mardikian qui lui était adjoint à la culture. Et on a essayé de réveiller cette ville qui dormait, où il y avait, à part les Amis de l'Or, il n'y avait pratiquement rien sur le plan culturel. On s'était débarrassé du théâtre, on avait filé à celui qui avait des cinémas, ce qui fait que c'était une catastrophe, il n'y avait pas du tout de bon théâtre à Angoulême. Donc on a essayé de relancer l'activité culturelle à Angoulême en créant un art vivant avec les associations. On a essayé de faire venir des auteurs, des chanteurs, des choses comme ça. Et j'ai glissé là-dedans la bande dessinée. Et Molly Terny m'a prêté une exposition qui s'appelait 10 millions d'images, qui avait été présentée à Paris, qui présentait l'âge d'or américain, c'est-à-dire ces bandes dessinées qui avaient été reprises en France avant la guerre dans Mickey, Robinson, Hopla. Et il avait donc fait
des agrandissements des cases, et on s'apercevait qu'une case de 3 ou 4 cm de côté, si on l'agrandissait au mètre, elle tenait toujours debout et que c'était une œuvre d'art. On a donc présenté ça dans une maison des jeunes de culture d'Angoulême. Et puis après, j'ai demandé à Monique Terny de venir, que je connaissais que par courrier, de venir, et il avait fait un montage où il mélangeait justement des diapositives sur pilote, des bandes de Drouillet, de Giraud, de Gottlieb, avec de la musique. Et on a montré ça et on s'est aperçu que ça intéressait les gens. Donc, voyant que ça avait l'air d'intéresser les gens, on a dit avec Jean Madikian et la commission des affaires culturelles, on va faire une quinzaine de la lecture axée sur le livre pour enfants et la bande dessinée. Et j'ai demandé à Molly Terny s'il pouvait nous avoir des auteurs. Voilà, c'est important parce que c'est la première fois que les auteurs de bande dessinée sont venus. Alors on avait choisi une quinzaine avec les jours de repos des enfants, c'est le jeudi à l'époque et le samedi, et sur les 15 jours, sur les 5 jours perdus dans les 15 jours, les auteurs sont venus. Et là, on a quand même eu, les premiers qui est arrivé, c'est Fred, Gigi et Gottlieb. C'est le premier. Après, il y a eu Giraud, après, il y a eu Herman, il y a eu Dany, Tippé, Godard. Voilà. On a eu Tavary, je crois, oui, c'est ça. Bon, on a eu, sur les 15 jours, déjà des très grands noms de la bande dessinée. On les avait reçus avec les moyens du bord. La plupart des choses se passaient à l'intérieur du musée. On a eu la chance d'avoir un vieux monsieur. Alors, je dis qu'il était vieux, mais je ne le dirai plus maintenant, parce que je suis plus âgé qu'il était à l'époque, mais qui avait un esprit très très jeune, et qui a ouvert, nous a laissé envahir le musée, et on faisait les gosses. Donc, alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'est aperçu que les gosses venaient, mais les parents suivaient. Et puis également que dans les 15 jours, le musée a reçu plus de visites qu'il en avait généralement dans une année. Donc ça nous a donné à réfléchir. Et le dernier jour, quand j'ai raccompagné Molly Terny à la gare, je savais qu'il y avait Luca, qui était lui-même la suite de Bordighera, qui était la première manifestation internationale de bande dessinée. Et je lui ai dit, Claude, disiez-vous à l'époque, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire Angoulême un salon international de la bande dessinée? Alors, il me dit, écoutez, je faisais partie de l'organisation, j'étais un regroupement de fanats et de différentes nationalités qui avait monté Bordighera, et alors, il faisait partie, il avait même été très moteur dans cette affaire-là. Et il me dit, écoutez, j'ai jamais voulu faire de concurrent à Luca, mais votre équipe est sympathique, les auteurs sont enchantés de la façon dont vous les avez accueillis, puis on avait nos armes secrètes qui sont le pinot et le cognac, et ça je peux vous assurer que ça avait coulé à flot, donc les auteurs avaient apprécié ce genre de choses. Et enfin, quelque chose ne se passait pas à Paris, ça se passait en province. Alors tout ça, il nous dit, écoutez, bon, je ne peux pas prendre la décision, mais venez défendre votre projet, je vous fais inviter à Luca. Donc, Luca, c'était au mois de novembre, et Jean-Marie Pierre-Emmanuel, nous voilà partis à Luca, et là nous avons rencontré des grands noms de la bande dessinée, je vais voir encore Eisner, je vais voir Pratt, là. Et puis bien sûr on retrouve Franquin, on retrouve Robin Drouillet, et nous voilà en train de défendre notre projet, d'abord auprès du maire Luca, qui avait quand même l'autorisation, et puis surtout ce staff international. Ils ont été d'accord. Alors pour faciliter les choses, on va de toute façon, on va garder le même comité de parrainage, qui sera le même à Angoulême qu'à Luca. Ça c'était au mois de novembre. Et on est revenu en ayant bien vu comment ils s'y prenaient, en ayant récupéré tous les documents. On les a copiés au départ, et merci à Trény, merci à Berthierry, les deux responsables de Luca, qui ont accepté de jouer le jeu et de nous laisser faire ça. Et en 3 mois, on a monté le premier salon de la bande dessinée. Alors quand je dis qu'on l'a monté, c'est avec une bout de ficelle. On a dit on va s'installer dans le musée. Et le musée, il y avait toute une partie du musée, parce que le musée actuel, ça a été à un moment donné le palais de l'évêque. Il y avait donc toute une partie qui était déjà devenue musée, une autre partie
qui avait servi à l'école des Beaux-Arts, mais qui était en réfection absolue. Et c'est là-dedans qu'on a fait le premier salon. 10 000 visiteurs la première année. Et je peux vous assurer que, alors on faisait ça bien sûr avec les services techniques de la ville, et le responsable Rémi Berger des services techniques de la ville, quand il a vu arriver la horde de visiteurs la première année montant des escaliers vers Moulu, on a été obligé d'étayer les marches. Heureusement que la commission de sécurité de l'époque n'a rien à voir avec les commissions de sécurité maintenant, parce qu'ils nous auraient fait baguer tout de suite. Donc voilà, on a fait ça avec des bouts de ficelle. Les gens venaient me voir en me demandant 1 mètre carré de fil électrique, 1 mètre linéaire de fil électrique pour brancher. Les stands, c'était des tréteaux et une planche dessus. 10 000 visiteurs et tous les grands noms de la bande dessinée étaient là. Première quand même, la photo, c'est côte à côte, Hogarth, Kurtzman, Franquin. C'est quand même, puis après il y a eu Timieux, mais voilà, c'est cette brochette comme ça, 4 pages dans Paris Match. Tous les journaux locaux, le soutien à d'effectifs de la Charente et du Sud-Ouest, les journaux locaux, mais tout le monde était là, La Croix, Le Figaro, l'Humanité, tout le monde jouait le jeu. Et Pierre Pascal, et n'avait pas préparé, mais est arrivé avec une équipe de FR3 Aquitaine, et donc ils ont filmé la manifestation, mais surtout ils ont enregistré des tas d'interviews des auteurs qui ensuite ont été diffusés dans les mois qui suivaient le festival. Donc, gros succès de presse dès la première année. C'est quand même assez étonnant. Et personne ne s'y attendait. La preuve, c'est que notre maire était à Paris, le maire de l'époque, Alain Chiron, il était à Paris, et il ouvre la radio, je les admis chez qui il était, il entend qu'on parlait de sa ville. Or, Angoulême, avant la BD, quand on a essayé d'expliquer où on habitait, il fallait expliquer qu'on était au-dessus de Bordeaux, pas loin de Cognac, c'est des noms qui sont connus, mais Angoulême. La seule fois où on avait parlé d'Angoulême à la radio, c'est quand l'équipe de foot était montée en demi-finale. Voilà, c'était tout. Donc il est à Paris, il entend subitement qu'on parle d'Angoulême. Alors, il rapplique Dardar, et dès le dimanche, il décide de nous recevoir dans ce lieu-là, les grands salons de l'hôtel de Lille. Et alors, on fait venir tous les auteurs qui étaient là. Et comme quoi il n'avait pas bien compris, il remercie et félicite les réalisateurs de dessins animés qui étaient présents. Bon, voilà. N'empêche que c'était quand même un gros succès et qu'à la suite de ça, on s'est dit, bon, bah, faut continuer, bien sûr, hein, puisque tout le monde était content. Et ce qui était important, c'est de voir donc les adultes qui étaient là, hein, les adultes. Et également, on commençait à voir les enseignants. Et ça, c'était en contradiction absolue avec ce que moi j'avais connu quand j'étais au collège, où c'était très très mal vu, la bande dessinée. Et à ce premier salon de la bande dessinée, on disait salon à l'époque, je vois à un moment donné un monsieur à cheveux blancs qui était en train de négocier l'achat d'un album de bande dessinée. Je le regarde bien, c'était mon prof de français que j'avais eu en 6e, qui m'avait mis 3 heures de retenue parce que j'avais amené Cocardi à l'école. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais, je vais lui rappeler le souvenir. Non, j'ai savouré simplement l'évolution des choses. Voilà. Donc ça a été quand même absolument formidable. Et donc du coup, avec Jean Madiquet, on s'est dit, bon, ça faut continuer, c'est sûr, mais il ne faut pas rester que ça soit un salon municipal, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Donc on a créé une association qui existe toujours et qui est toujours celle qui possède le festival, même si maintenant nous avons des professionnels, un accord avec les organisations. Mais il faut savoir que cette association, si le salon existe encore 39 ans après, c'est parce qu'elle est là et qu'elle s'est battue contre vent et marée, contre toutes les difficultés, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ah, vous parliez de vent justement, une année où le vent. Alors le vent, la quatrième année est quand même une année qui est très mauvais souvenir. Bon et mauvais. Voilà. Donc, la première année, tout était dans le musée. La deuxième année, c'était sous le chapiteau des Tréteaux de France, qu'on avait. Les Tréteaux de France venaient régulièrement donner du théâtre itinérant.
Et on avait programmé des pièces de théâtre et des concerts dans les Tréteaux de France et on lui avait demandé de nous laisser des tréteaux. Troisième année, on décide d'avoir une bulle comme il y avait à Lucca, une bulle gonflable de 600 mètres carrés. Quatrième année, on avait obtenu l'accord, quand on l'avait acheté, que cette bulle de 600 mètres carrés pouvait être agrandie à 1000 mètres carrés. Et c'est la première fois qu'on va s'installer sur la place du Champ de Mars, 1000 mètres carrés. Alors c'est un système de bulles où il y avait un compresseur qui la tenait gonflée et il y avait donc des portes qui faisaient sas. Ça s'est très bien passé pour l'installer, sauf que le vent s'élevait et que le compresseur était insuffisant et la toile s'est mise à bouger, elle s'est déchirée et la veille de l'ouverture, il n'y avait plus que des morceaux de toile déchirés. Donc ça c'était pour les enfants. Et c'était l'année très importante pour nous où Hergé allait venir en Angoulême, ce qui était très important. Notre premier président d'honneur avait été Alain Saint-Augan, mais était trop malade, il n'avait pas pu venir. Donc, à partir de la deuxième année, on avait demandé à Hergé d'être le président d'honneur et il nous faisait l'honneur de venir cette année-là. Donc, sauf que la bulle était par terre. Donc, il a fallu dans la nuit démonter tous les stands, puisque tout était prêt, et l'installer. Alors, d'abord dans un parking, qui est à côté de l'hôtel de ville, sauf que la commission de sécurité est passée et nous a dit pas question de faire entrer une foule dans un parking, ils avaient parfaitement raison. Il a fallu redémonter les stands et aller s'installer dans une salle de sport, dans le quartier d'Angoulême, qui est sur une autre butte, le quartier de ma campagne. On a installé tout ça dans la salle des sports, mais il fallait que le public suive. Donc, allait-il y suivre? Il a fallu trouver donc des navettes pour pouvoir faire ça. Donc on s'est entendu avec les autobus locaux et miracle, ça a marché. On est autant de monde que d'habitude, mais moi j'ai quand même cru à un moment donné qu'on s'en relèverait pas. Donc voilà, c'est à la fois l'avenue d'Hergé, Hergé descendant, la rue qui est devenue maintenant la rue Hergé. Ça a été un grand moment et c'est à partir de ce moment-là que je crois on a été vraiment pris au sérieux. On a pensé que l'avenue d'Hergé, elle est très très importante, comme est très important aujourd'hui l'avenue d'Esprit-Yeoman. Pour moi, c'est ça, c'est la consécration un certain nombre d'années plus tard, mais de ce qui est devenu la bande dessinée et ce qui est devenu Angoulême dans tout ça. Mais des problèmes, et on en a eu tout au long de l'historique. Là. Alors bon, on est un petit peu vacciné contre toutes les difficultés qu'on peut avoir et on a appris à gérer les changements éventuels de politique municipale, de politique nationale. On a appris à faire avec les uns, avec les autres. On a appris également à jongler avec les auteurs. Ça s'est toujours bien passé. Avec les éditeurs, ça c'est pas toujours non plus un long fleuve tranquille. Bon. Bon, ce qui a été quand même formidable, c'est que nous avons obtenu le soutien successif de tous les partenaires publics qui ont, que ce soit la municipalité, que ce soit la communauté de communes, le département, la région, le ministère de la Culture, tout le monde a joué le jeu. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes à l'heure actuelle, c'est parce que tout le monde a joué le jeu et que petit à petit, cette petite manifestation relativement peu importante a pris l'importance qu'elle a eu. Et surtout, on a élargi la BD à l'image en général, ce qui fait que maintenant, 39 ans après, nous sommes dans une région où l'image a complètement envahi le contexte économique, puisque sur Angoulême, on a toutes les écoles des métiers de l'image, toutes les industries de l'image, mais qu'elles soient l'image fixe,
l'image mobile, la 3D, le live, les jeux vidéo, enfin voilà, donc cette économie a complètement été modifiée. Nous étions avant la guerre une région relativement industrielle, mais telle qu'elle se faisait à l'époque, c'est-à-dire des petites industries familiales avec la papeterie, le carton, le feutre, qui petit à petit ont presque toutes disparu et sont remplacés maintenant par tous les métiers de l'image. Il y a 2000 personnes qui travaillent dans les métiers de l'image. Il y a plus de 100 auteurs qui sont à Angoulême, qui ont été formés d'ailleurs dans les écoles d'Angoulême, des studios qui fabriquent des films. Bon, voilà. Donc c'est toute une révolution qui s'est faite au fil des années. Et là, nous n'avons été, nous, que les déclencheurs de départ. C'est parce que tout le monde a joué le jeu. Alors, je redis encore, ça s'est pas toujours très bien passé. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions, des accrochages. Mais bon, l'association est toujours là. Et nous sommes toujours accrochés. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a une année que vous avez préférée par rapport à toutes les autres qui vous tient le plus à cœur? Contrairement, malgré ce que je viens de raconter, c'est quand même cette 4e année qui était la venue de Hergé, parce que ça a été la reconnaissance officielle. Puis d'abord, moi je rêvais, bien sûr, tous les auteurs sont tous devenus la plupart des amis. Je ne peux pas dire qu'Hergé est devenu un ami, parce que c'était... Mais bon, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, donc sa venue a été très importante. Mais il était là, avec tous les autres. Alors, bon, pour moi, c'est vrai que c'est celle-là qui m'apparaît très importante. Maintenant, c'est une multitude de choses qui se sont faites au fil des années. C'est les soirées passées dans la péniche qui étaient au lieu. C'est le dimanche soir quand tout était fini et qu'un certain nombre d'auteurs venaient à la maison, et avec Tibet, avec Dany, avec Herman, que l'on décontractait après. Voilà, donc c'est une multitude de choses. Mais par son importance, la venue d'Hergé, c'est celle qui restera dans ma mémoire. Mais je crois que nous sommes en train à l'heure actuelle de vivre quelque chose d'aussi important avec la venue d'Art Spiegelman. Parce que, bon, d'abord cet auteur dont nous avons tous admiré, Mauss, mais on a découvert à la suite que Mauss n'était qu'un tout petit morceau de Spiegelman. Il y a Rao, il y a tout ce qu'il avait fait. Et puis le fait qu'il ait le prix Pulitzer, sur le plan international, c'est énorme. Bon, quand je vois la presse, on a toujours eu énormément de presse à Angoulême. Cette année, je crois que ça dépasse tout, quoi. Je me suis promené un petit peu dans les rues. Le public est là, mais il y a des caméras partout, il y a des micros partout, il y a... Voilà. Bon, je crois que pour nous, c'est très très important. Et alors, notre problème, c'est que là, c'est le 39e. L'année prochaine, c'est le 40e. Donc c'est un anniversaire. On a toujours célébré le 10e, le 20e, le 30e anniversaire. Donc le 40e, il va falloir bien sûr le célébrer. Le salon de la bande dessinée, c'est un escalier qu'on n'a pas le droit de redescendre. On doit toujours monter la marche. Au mieux, enfin au pire, on stagne, mais si on a le malheur de redescendre une marche, on est mort. Toujours aller plus. Voilà. Donc c'est pas évident quand on... Alors c'est vrai que je suis certain que Benoît Mouchard, ça fait déjà 1 an qu'il est en train de préparer le 40e anniversaire. Mais bon, il va falloir encore faire plus. Nous sommes une petite ville, hein, elle est entourée de remparts, on n'a plus 1 mètre carré de disponible. Bon, les finances, on a de la chance dans un contexte actuel, c'est d'avoir pu conserver nos partenaires, alors certains étant remplacés par d'autres, que ce soit des partenaires publics, des partenaires privés, parce que ça a un coût. Si nous voulons faire davantage, où allons-nous chercher l'argent? Franck Bondou, à la tête de Leller Marcus, lui, c'est lui qui va chercher les partenaires, les sponsors, les partenaires publics. C'est plus que des sponsors, parce que les gens qui nous aident sur le plan financier, ils sont partie prenante, ils aiment la bande dessinée. Si nous n'avions pas les maires successifs que l'on a eus, on n'en serait pas là. C'est des gens qui ont
aimait la bande dessinée, et qui l'aime toujours. Bon, notre nouveau partenaire à l'heure actuelle, c'est la Chambre de commerce, qui depuis un an participe. C'est quelqu'un qui aime la bande dessinée. On a la chance d'avoir un ministre de la Culture qui aime la bande dessinée. Enfin, bon, c'est quand même diantrement important. Donc c'est pas simplement des gens qui soutiennent une activité politique, économique, c'est également des gens qui aiment ça. C'est quand même important. Alors, j'espère que ça va continuer encore. On espère aussi. Et vous lisez encore des BD? Oui, je lis seulement. Il fut un temps où je lisais tout. Mais avec plus de 5000 albums parus en 2011, il est bien évident que je ne peux pas lire tout ça. Et tout le problème est là, c'est que dans cette surproduction, parce que je considère que c'est une surproduction, malheureusement, des tas de belles choses ne parviennent jamais au public. Comment un libraire, même un libraire spécialisé, pourrait-il présenter 450 nouveautés par mois? C'est pas possible. Donc, ça veut dire que il faut choisir dans ce qui paraît. Moi, j'essaie de me documenter avec les revues spécialisées, avec les critiques, qui n'ont pas forcément d'ailleurs le même point de vue que moi. Donc, je passe certainement à côté de choses très importantes que je ne découvre que longtemps après. Par exemple, là, j'étais très étonné de voir les essentiels retenus cette année, j'en ai pas lu un dixième. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de rattraper mon retard. Mais bon, alors, je lis toujours la bande dessinée, mais c'est vrai que c'est pratiquement impossible de se tenir à jour de ces nouveautés. Et ça, c'est le côté un petit peu inquiétant de la bande dessinée, parce que tout le monde est conscient du problème, mais personne n'a la sagesse de dire on va réduire un petit peu la production. Et ça a une conséquence très très grave, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des tas d'auteurs qui vivent très très mal, enfin qui vivent pas d'ailleurs de l'art, et qui sont obligés de trouver du boulot à côté, dans la publicité, dans l'enseignement du dessin, dans les dessins animés. Bon, ils essayent de trouver quelque chose pour compenser ce qu'ils n'ont pas. Mais bon, des auteurs connus ont à l'heure actuelle de très graves difficultés. Pourquoi trouve-t-on tant de planches à acheter? Si les auteurs vendent leurs planches, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pour pouvoir s'en sortir. Et il y a énormément de nouveaux auteurs qui ont des qualités, ils sont même formés. C'est ça qui est formidable, c'est qu'évidemment maintenant on peut se former en allant rencontrer les grands anciens, avec les écoles. Bon, le niveau du dessin, il est absolument énorme à l'heure actuelle. Ensuite, il faut pouvoir arriver jusqu'au public. Faut-il trouver un éditeur? Faut-il que l'éditeur arrive à sortir l'album et ensuite à le diffuser, et qu'ensuite ça arrive jusqu'au lecteur? Ça, c'est à l'heure actuelle très très difficile. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et je ne suis pas sûr que, malgré que tout le monde le répète, que quelqu'un va se décider à dire je mets la pédale douce. Donc tout le monde attend que ce soit l'autre qui le fasse. Voilà. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc quand un jeune auteur vient nous voir, et nous, membres du festival, en disant je veux me lancer là-dedans, je ne veux pas dire qu'on les décourage, mais on essaye de leur dire attention, ça ne va pas être facile. Il va falloir que vous ayez beaucoup de talent, que vous ayez une persévérance terrible, que vous fassiez les rencontres qu'il faut, c'est-à-dire aller voir des auteurs qui vous corrigent et qui vous démolissent éventuellement, parce que c'est pas grave d'être démoli par quelqu'un qui connaît le boulot. Qu'ensuite, que l'éditeur accepte de prendre le risque financier que représente le lancement d'un album. Il faut avoir de la chance. Et le talent ne suffit plus. Ce livre, pourquoi il est né? Qui en a eu envie et qu'est-ce qui s'est passé pour que... Voilà, aux réunions des Amis du Musée, qui sont les Amis du Musée de la BD, c'est pas mal de gens d'associations. On a souvent la double casquette, l'association du festival et les Amis du Musée. Donc on se réunit une fois par mois et on mange ensemble. Là. Et puis je raconte quelques anecdotes du festival. Et tout le monde dit tu devrais les écrire, tu devrais les écrire. Moi je suis un peu feignant. L'écriture, c'est pas trop mon truc. Je disais toujours, écoutez, le jour où vous aurez quelqu'un d'assez courageux pour m'enregistrer,
vous dites, il n'y aura pas trop de problèmes, on veut faire parler. Voilà, bon. Et puis un jour, on a reçu Chris Mirror, qui est un vieux copain, qui illustre le bouquin, aux Amis du musée, et même histoire, études de Walt. Eh ben, ouais, c'est un mec à et lui, il rencontre les gens du PSG. Voilà. Et donc, le festival qui suivait, Philippe Morin, bien, on aimerait faire ce bouquin. Donc c'est eux qui m'ont demandé de faire le bouquin, c'est pas moi qui voulais le faire. Hein. Donc comment le faire? Eh ben, on a dit, on va se voir. Et puis, ouais. Alors lui et Évariste Blanchet sont venus plusieurs fois à Angoulême, moi-même ayant été à Paris. Et c'est donc un ensemble de rencontres avec des questions et avec... dans le cas d'Évariste Blanchet, un souci de vérifier tout ce que je dis, heureusement d'ailleurs, parce que la mémoire faut s'en méfier. Donc il a à chaque fois m'a poussé dans mes retranchements, m'obligeant à aller chercher des documents, bon, à voir vérifiant éventuellement avec par ailleurs ce que je ne dis pas de sottise. Je me suis fait aider par Gérard Balindiala, qui est l'actuel président, qui m'a succédé à la présidence, mais qui pendant des années était le responsable des bulles. Donc il y a toute une partie, c'est lui qui était au contact, qui vivait ça. Donc voilà en ce qui concerne le texte. Et puis pour pouvoir illustrer ça, mon copain Jean Caval, qui est un vieux copain, nous sommes rencontrés un jour en faisant un voyage, ça fait plus de 40 ans que nous sommes copains, on voyage ensemble longtemps, on a fait connaître, on s'est rencontrés au cours d'une visite, il y a plus de 40 ans, oui, en Tunisie, et depuis, alors bien sûr, comme il est dessinateur, mais lui, il faisait surtout de la carte postale. Il est venu régulièrement au festival et donc il faisait toujours des petits dessins. Donc je lui ai demandé d'illustrer mes propos en faisant la partie humoristique et Chris Mirror faisant la partie réaliste. Et puis pour que ça, ce bouquin soit pas trop ardu, bon, moi j'ai fouillé dans les photos, hein, notamment sur les premiers salons, et je m'aperçois d'ailleurs qu'un certain nombre de personnages ne sont plus de ce monde, et j'ai un petit peu de nostalgie en voyant ça. Donc les photos, c'est les premières, surtout les premières années du salon, et puis après, toute la richesse que représentent tous les dessins que m'ont fait les auteurs au fil des années, ou les planches qu'ils m'ont données. Pour moi, c'est ma richesse. Quand je dis ma richesse, c'est une richesse du cœur, hein, bien sûr. Il n'est pas question pour moi que je me sépare d'un quiconque document. C'est comme si on m'arrachait un œil. Hein. Bon, on m'a offert des ponts d'or. Hein. Je dis bien, une planche de... Quand on a la chance d'avoir une planche de Gaston remise par André, qui était entre Eliane, son épouse, et l'ancien rédacteur de Spirou. Ça y est, bon, j'ai mangé ça. Voilà, bon, donc, et qui me dit je tiens à te donner ça. Ce jour-là, je pense qu'on m'aurait donné un chèque avec des tonnes zéro goût, ça n'aurait pas été comparable. Et pour moi, cette pièce, elle est incomparable. Bon, pour mon anniversaire, ma fille en douce a pris mon carnet d'adresse pour mes 50 ans et elle a écrit aux auteurs. Et le jour de mes 50 ans, elle m'a offert un album avec tous les dessins des auteurs. C'est une surprise comme ça. Voilà. Donc, quand je dis que j'ai des richesses, ou alors des simples dédicaces faites comme ça, des fois sur un bout de nappe, c'est quand même formidable d'avoir ça. Donc, ce bouquin, il a un petit peu le rassemblement de tout ça. Alors, bien sûr, après, ça a été une relecture énorme, parce qu'il fallait vérifier, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter les redites. Ensuite, mettre ça dans un ordre, et ça, bon, Évariste et Philippe ont été là, parce que, bon, je ne suis pas écrivain, donc il fallait bien, c'est bien, tout ça c'est bien moi qui l'ai dit, c'est bien ma façon de parler, mais ça a été vraiment reclassé, mis en ordre. Et, par contre, je ne parle pas effectivement que de bande dessinée, c'est un petit peu également toutes les autres choses. Je suis dans les milieux associatifs de tout le temps, donc je m'occupe de pas mal de choses, je voyage beaucoup, c'est un petit peu tout ça qui est là-dedans. Le fait que je suis visiteur de prison, que je m'occupe des gens des voyages depuis 40 ans, voilà, c'est également bon, mon amour de la montagne, l'amour du désert, tout ça, j'en parle dans le bouquin.
je termine sur un important en disant j'ai particulièrement apprécié la montagne et le désert parce que ça me ramène à ma position dans le monde. Nous ne sommes rien. Nous sommes une goutte d'eau dans la mer, un grain de sable dans le désert. Et bon, il ne faut pas du tout se glorifier de sa petite gloire parce que, bon, ramener au reste, nous ne sommes rien. Donc c'est important de temps en temps d'avoir cette image devant les yeux et de dire bah, je ne suis qu'un parmi les autres. Voilà. Et pour clôturer l'ensemble, c'est tout ça, bah, c'est à cause de Madame Grou. et oui, voilà. Et comme je lui dis, alors petite histoire quand même, c'est que après avoir pratiquement converti une ville à la bande dessinée, je ne l'ai pas convertie, elle, à la bande dessinée. Elle ne comprend pas l'intérêt d'avoir une histoire en images alors qu'elle dévore des bouquins. Donc elle ne crache pas dessus, mais bon, c'est pas du tout une passionnée. Elle a lu très peu de bande dessinée. J'ai réussi à lui faire lire ma Rose quand même, mais bon, c'est vrai qu'elle est pas... Voilà, comme quoi, ça enrichit pas tout ce qu'on veut. Eh ben merci beaucoup. Écoutez, voilà. Merci à vous. Merci bien.